Je m'appelle Margot Sefarbaldo, j'ai 24 ans. Je m'appelle Marie-Françoise Fortea Pons, j'ai 79 ans. Je viens de Valence. Margot, c'est ma petite fille. J'avais plein de familles qui est venue à Paris directement, du fait qu'il n'y avait pas de travail en Espagne. Pourtant, ce n'était pas un tout petit village, c'était quand même une petite ville, Cullera, où je suis née, mais il n'y avait pas de travail. On ne pouvait pas espérer construire une vie comme on a fait ici en France, mais toujours avec l'idée de revenir en Espagne pour toujours. Je faisais le ménage dans des bureaux et après aussi dans des maisons des particuliers. Et du travail, 10 heures, 12 heures, les samedis, oui, les dimanches, s'il fallait aussi. Et c'est ça qui fait que la vie, elle est faite du travail, c'est le travail qui peut nous sortir de la misère. L'Espagne, elle a connu du coup une période de dictature qui a duré très longtemps. C'était quoi? C'était 40 ans? 40 ans. Il n'y avait pas de liberté politique, il n'y avait pas de liberté à plein de niveaux. Les problèmes de famine, de travail étaient aussi beaucoup liés à ça. En fait, on ne se rendait pas compte tant qu'on ne se mettait pas en politique. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, c'est certain. Moi, j'étais un enfant, je ne m'étais pas dans des conflits. Mais je sais que j'ai eu un oncle qui a été fusillé par Franco. Pourtant, c'était un homme extraordinaire, mais seulement parce qu'il était socialiste. La dictature, ça instaure aussi une forme d'autocensure, c'est-à-dire que soi-même on va pas parler de politique, on va, tu vois, même en France, tu arrives et du coup tu vois tous ces gens qui parlent de politique avec liberté, avec d'une façon en fait décomplexée. Ça t'a surpris en fait de voir ça? Énormément. Ils avaient beaucoup l'habitude de dire espagnol de merde. Je me suis sentie mieux respectée quand j'étais la femme de ménage que quand j'ai travaillé à la Belle Jardinière. La Belle Jardinière, c'était une maison qui n'existe plus et que c'était une usine de prêt-à-porter. Là, comme tout le monde était français, je me sentais encore plus infériorisée largement que quand j'ai travaillé par exemple, chez monsieur et madame Hamilton. J'étais la reine là-bas. Je faisais le ménage, mais j'étais bien respectée. Et ma tante, elle me disait, rentre dans la Belle Jardinière, si tu vas être mieux, tu vas voir, c'est quand même plus... oui, elle avait raison, c'était quand même plus dans une maison de couture. Mais je me sentais moins bien. Je me sentais... Elles étaient plus que moi. Et ça, je l'ai mal vécu quand même un peu. Comme si elles étaient plus légitimes que toi. Voilà, exactement. Donc, je suis revenue faire mes ménages. Parfois, j'ai l'impression qu'on connaît l'Espagne dans les grandes lignes, mais on ne la connaît pas vraiment. On cantonne ce pays à peu de choses, alors que, comme la France, comme plein de pays, c'est un pays qui est extrêmement riche, surtout par ses régions. On parle énormément de langues différentes en Espagne, et avec chaque langue va une histoire et une culture. Ce que je peux dire, ça me tient beaucoup à cœur, c'est que je n'aimerais surtout pas que l'Espagne se partage. Surtout pas. C'est bien au fond de mon cœur. Il faut aussi mieux comprendre l'histoire pour mieux comprendre les conflits qui en ressortent. C'est-à-dire que, par exemple, le catalan, à une époque, c'était une langue qui était interdite. Si on brime quelque chose, si on oppresse une culture, une langue, un peuple, après, ça peut donner des choses comme une volonté d'indépendance. Et donc, ma grand-mère, elle est contre parce qu'elle a envie de garder cette Espagne forte, en fait, de ses différences. Il y a eu des périodes. Quand j'ai perdu mon père, quand je voulais retourner. Quand j'ai perdu mon frère, je voulais retourner. Parce que je les ai perdus ici. Ma maman était déjà là-bas, mais elle était déjà décédée, quoi. Et à chaque coup, je voulais venir chez moi. Nos racines sont là-bas et je pense qu'elles resteront pour toujours. Pas de problème de visa, de demande, d'attente, il n'y a pas de billet d'avion spécialement cher. Je veux dire, voilà, c'est quand même une facilité que vous avez, une chance que vous avez,
que d'autres n'ont pas, et il y en a certains, le pays, quoi qu'il soit, leur manque, et ils peuvent pas aller au pays comme vous pouvez y aller, quoi. Je me suis jamais sentie différente parce que je suis dans la culture dominante, je suis aussi blanche, donc voilà, il n'y a pas de différence. Je sais que vous avez pu vous prendre des remarques, ma mère a pu se prendre des remarques, mais j'assimile pas vraiment ça avec du racisme. Pour moi, c'est plus de la xénophobie. Quand on est espagnol et qu'on arrive en France, je pense que c'est plus facile de s'intégrer. Vous aviez la religion dominante, vous aviez la couleur dominante, je veux dire, il y a plein de choses qui fait qu'on vous a plus facilement aussi intégré dans le moule, quoi. Ça m'arrive très souvent que des personnes se permettent de dire des choses très racistes devant moi, parce qu'ils connaissent pas mes origines. Et moi, d'adorer en fait mettre les pieds dans le plat et les remettre en place par rapport à ça, je me suis dit, est-ce que si je n'avais pas été blanche, elle se serait permis de dire autant de choses devant moi? Et parfois, ouais, les gens, ils ont un racisme qui est décomplexé. Enfin, je peux en parler pendant des heures, mais... J'avais envie de raconter parce que j'adore les histoires et j'aime beaucoup faire le travail d'archive, de rechercher les photos et tout, ça me passionne vraiment. Et donc je l'ai exploité parce que je voulais qu'elle raconte sa vie, son histoire, comment elle a vécu les choses, le cheminement qui s'est passé dans sa tête et pour transmettre en fait. Et je sais que beaucoup de gens de ma famille ont vu ces vidéos et ils m'ont dit je suis contente parce que j'ai quelque chose qui me reste de la yaya, que je peux regarder, que je peux m'identifier à ça. Et j'ai une trace en fait de son parcours, de tout ce par quoi on passe, pour comprendre pourquoi nous on est comme ça et pourquoi on en est arrivé là en fait. C'est un besoin viscéral en fait de ne pas perdre, de transmettre, de garder. C'est extrêmement présent. J'ai toujours été celle qui pose plein de questions, qui veut connaître toutes les histoires, tout. Je trouve que les petites histoires font souvent les grandes. Et en tout cas en France, on a peu raconté les petites histoires. C'est pour ça que par exemple ma grand-mère, d'avoir un film, Les femmes du 6e étage, qui parle des bonnes espagnoles, que je suis pas sûre que c'est en première page des livres d'histoire et pourtant ça devrait, et de se sentir en fait reconnu, ce besoin de reconnaissance et de visibilité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je pense qu'il faut faire ce travail d'être reconnaissant déjà auprès de nos anciens, parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup auprès d'eux, et aussi de transmettre pour mieux comprendre, et on peut pas avancer tant qu'on n'a pas compris tout ce qui s'est passé avant, quoi. À tope, à fond, toujours donner le meilleur, 100% de soi-même. Elle le fait, elle le fait. Elle m'a bien écoutée. Hein. Voilà, toujours se donner à fond. Tout le monde ne m'a pas écoutée, mais elle m'écoute. Toujours se donner à fond et toujours faire les choses avec gentillesse et bienveillance, ça c'est vrai. Elle est franche, elle est très franche, elle est vraie. Et malheureusement, on n'a pas la chance d'être toujours vrai comme ça, vrai comme ma petite fille. Et je voudrais que ça me reste, cette franchise.